Dans ce nouvel épisode Les héros de la vente, j'accueille Nicolas Morage-David pour parler d'un sujet fondamental lorsqu'on veut développer son entreprise et où il ne faut surtout pas se rater. Je parle de l'embauche du premier commercial. Nicolas accompagne des TPE et PME depuis plus de 10 ans et il a vu de nombreux écueils et échecs d'entreprise à cause d'un recrutement et d'un accompagnement raté. On va voir avec Nicolas comment recruter son premier vendeur alors qu'on manque de temps et de méthode. Il va nous faire un retour d'expérience sur Nomad Formation, sa société qui accompagne à la fois des entreprises pour recruter et des alternants pour se former et se faire embaucher. Nomad Formation est un fervent utilisateur de Vive pour faire monter en compétence leurs apprentis et je suis sûr que vous allez retirer plein de bons conseils dans cet épisode. N'hésitez pas à noter 5 sur 5 le podcast sur Apple Podcast, ça me fait remonter dans les classements. Et allez faire un tour sur vive.fr si vous avez besoin d'un outil pour coacher vos commerciaux ou vos apprenants. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Morage-David. Nicolas, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Nicolas, je vais te demander de te présenter comme tous les invités qui viennent dans ce podcast. Donc à toi la parole. Oui, super. Alors moi je suis Nicolas Morage-David, j'habite dans les Hauts-de-France, pas loin de Lille. Notre société s'appelle Nomad Formation. J'en suis l'heureux cofondateur depuis 2010, voilà, ça fait 10 ans. Et puis chez Nomad Formation, voilà, moi je suis plus spécialisé sur voilà, la vente, le marketing et la responsabilité pédagogique. J'encadre notamment les formateurs. Et ce qu'on fait chez Nomad Formation, si tu veux, on a vraiment trois axes bien distincts. Le premier axe, c'est le lien entre l'emploi et la formation. Un centre de formation, ça sert à ça. Et nous, on est spécialisé sur les fonctions commerciales et de la relation client au travers d'une marque qui s'appelle Vendeur d'Excellence. Donc voilà, on est un centre d'apprentissage. Le deuxième axe, eh bien, en fait, c'est le développement des compétences des salariés de façon un peu plus large. Donc là, on intervient sur d'autres sujets et notamment le domaine commercial également. Là, on dépose une compétence au répertoire spécifique pour que les commerciaux puissent utiliser leur CPF pour progresser de leur propre chef. Et puis le troisième sujet, c'est l'accompagnement plus des entreprises. Là, on accompagne des sociétés, alors au travers d'humains bien sûr que l'on aide, mais bien là on a plus comme objet l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie et leur développement notamment commercial. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça top quand tu m'as présenté Nomad Formation, c'est que à la fois vous proposez du conseil, de la formation à des entreprises, mais surtout vous leur proposez des solutions clés en main pour, par exemple, des TPE, des PME, où finalement vous leur proposez des commerciaux, donc des alternants, mais aussi des méthodes de prospection, des méthodes de travail et du conseil et de la stratégie. Et j'ai trouvé ça vraiment top sur un marché qui est pas forcément évident pour les plus petites boîtes. Donc voilà, dans cet épisode, on aura l'occasion, j'imagine, de reparler de vos services. Mais en tout cas, bravo pour avoir créé Nomad Formation. Ouais. Bah écoute, merci. C'est vrai qu'on est dans un environnement qui est pas. Alors nous, notre marché, il est ce qu'on appelle atomisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de prestataires. Il y a des consultants qui travaillent tout seuls. Peut-être certains nous écoutent. On a des centres de formation. Alors comme nous, avec voilà, on a des salariés, des formateurs, etc. Puis après, il y a des entreprises, on va dire nationales. Nous, on est au niveau local, même si on fait quelques formations à distance. Et en fait, ce sujet de la formation professionnelle, il est en plus beaucoup en mouvement. Oui. On a beaucoup de sujets et pour autant, il est quand même tellement important parce que les compétences, souvent et notamment les compétences commerciales, bah, c'est ce qui fait beaucoup tourner une boîte. Plus les commerciaux sont efficaces, et voilà, plus on connaît la spirale positive que ça peut représenter. Je te dirais aussi d'ailleurs parce qu'on a fêté nos 10 ans là, pendant le confinement. Alors on n'a pas fait grand-chose, hein, tu sais, parce que confiné, on fait pas une grande fiesta. J'imagine. Ouais. Et en fait, je te dirais qu'après 10 ans, en fait, on a on est abouti à quelque chose, où notre leitmotiv, tu vois, quand on se lève le matin, c'est qu'on sait qu'on va enrichir les autres. Et ça, on l'a accouché au bout de 10 ans. En gros, on sait que notre destin à nous, c'est d'enrichir les autres. On les enrichit de conseils, on les enrichit d'un diplôme pour un petit jeune, on les enrichit de plein de choses, mais
vraiment, et puis dans notre équipe là qui a grandi il y a pas longtemps, notre destin à nous, c'est d'enrichir les autres et quand je dis ce genre de choses et bah, écoute, ça me propulse vers le fait de bosser et d'accompagner tous ces clients qui nous donnent aussi du fil à retordre parce que c'est pas simple, hein, cet environnement commercial, recruter des commerciaux, voilà, c'est le sujet de l'épisode du jour, mais voilà, si on est là, c'est que c'est pas facile. Ouais, alors, tu m'as effectivement, tendu une perche, j'avais déjà fait un épisode sur le recrutement des commerciaux qui était le tout premier épisode des héros de la vente, là, on va faire un épisode un peu différent, on va parler du recrutement du premier commercial et je trouve ça hyper intéressant parce que je pense notamment à mon frère qui a une entreprise qui développe seule, qui marche bien depuis 8 ans et il se pose la question justement: «Est-ce que je dois prendre un commercial pour se développer, pour grandir?» Et en fait, il se sent pas vraiment les épaules de à la fois recruter, de manager, c'est un métier qu'il connaît pas forcément, la vente, même s'il vend des prestations, intellectuelles et il y arrive à le faire, mais de là à avoir, un commercial, il se sent pas forcément les épaules. Donc j'aime bien prendre son exemple parce que ça doit être le cas de beaucoup d'autres, entreprises et donc voilà, c'est le sujet du jour. P C'est toi qui l'as choisi. Pourquoi tu voulais, aborder ce sujet, Nicolas? Eh bien, écoute, j'ai choisi d'aborder ce sujet parce qu'en fait, tu sais, donc là, voilà, ça fait, une dizaine d'années, là, ça fait 10 ans qu'on je vais pas dire qu'on bourlingue, mais on a beaucoup travaillé, notamment avec les petites boîtes, tu sais, les TPE, les PME et puis, voilà, on a fait de l'accompagnement, de la formation des dirigeants, un petit peu comme si on avait eu ton frère en formation et en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est que, parfois, il y a une frustration derrière le passage d'une action de conseil, d'une formation. C'est que les dirigeants nous disent: «Franchement, c'est top ce qu'on a fait, je suis très content, on a des questionnaires de satisfaction» et cetera. Tu sais, tout ça, c'est souvent bien rempli et ça fonctionne plutôt bien. En revanche, quand on voit sur le long terme, et bien, en fait, parfois, il y a pas le développement qu'on espère et alors là, remise en question quand même, tu vois? Il faut beaucoup d'humilité dans la formation parce qu'en général, on dit des choses et les gens les appliquent, hein, tu sais? Voilà, on a besoin d'une dose d'humilité qui est quand même, assez forte. Sinon, malheureusement, on a tendance à pouvoir prendre la grosse tête et en fait, dans ces boîtes, quand ça ne décolle pas, c'est parce que, bien souvent, le dirigeant n'a pas le temps et en fait, il se retrouve confronté à son environnement, total, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il doit faire la production, le commercial, l'administratif, la compta et cetera, qui est parfois simplifié dans des micro-entreprises, mais la meilleure ressource qu'on ait trouvée voilà, pour faire notre mission d'enrichir les autres et c'est de leur placer des commerciaux, des jeunes qui vont apprendre et enrichir eux-mêmes leur société, tu vois? C'est ça le meilleur, la meilleure façon qu'on a trouvé d'enrichir les autres, notamment les boîtes qu'on accompagne, c'est de leur former des commerciaux et de leur mettre en place. C'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé et c'est ce pourquoi, bah, je voulais, traiter ce sujet avec D'accord. toi. Alors du coup, voilà, on va se mettre en situation, tu as quelqu'un qui te contacte, par exemple mon frère et qui te dit: «Voilà, j'ai le désir de recruter mon premier commercial». C'est quoi les premières étapes, les 1 conseils que tu peux leur donner, que tu peux mettre en place? Ouais, c'est super comme question. Écoute, merci. Là, en gros, avec ton frère, j'essaierai déjà de voir que si, sa structure peut, porter un emploi, hein. On a des micro-entreprises là, en gros, tu sais, dans une micro-entreprise, on a déjà eu la question, voilà, c'est pas fait pour embaucher ni avoir des charges. En gros, c'est fait pour bosser tout seul. Ouais, Donc déjà, j'étudierai un petit peu, quel est son statut de société. Imaginons qu'il puisse le faire s'il est en société qui voilà, SARL, SAS, j'en passe et d'autres. En gros, il faudrait déjà étudier son modèle économique. C'est vrai qu'on a beaucoup de boîtes qui, n'ont pas forcément le modèle économique pour, embaucher des commerciaux. C'est-à-dire que leur marge, elle est trop faible et malheureusement, alors là, avec un apprenti, si tu veux, alors il y a des aides d'État, voilà, là, pour un apprenti entre 21 et 25 ans, ça coûte à peu près moins de 200 € par mois pour une année, mais après ce sera un peu plus. Bon bref et puis après un salarié, normalement, tu es capable de le payer et même bien le payer. Donc là, 1re question, est-ce que le modèle économique de ta prestation ou de ton produit peut, impliquer d'avoir un commercial qui va travailler pour toi? Parce que c'est sûr, c'est un bon investissement, un commercial, mais d'abord, c'est une charge. Il produit pas le premier jour où il arrive en général, hein. Donc, voilà, déjà première c'est chose, le est-ce que ton modèle économique peut le permettre? c'est le fameux, coût d'acquisition client, c'est-à-dire ce qui est pas toujours évident à calculer, mais pour avoir un client, combien tu dépenses en termes de temps,
de ressources, marketing, pub. Et si tu l'appliques à un commercial, bah, tu dois inclure son salaire, ses déplacements, s'il se déplace, son téléphone, etc. Et est-ce que le nombre de clients qu'il va t'apporter, ça va financer à la fois ses charges et également d'autres choses qui vont te permettre de recruter d'autres personnes dans la boîte, quoi. Tout à fait, et tu as parfaitement raison de le dire, c'est que, bah, le salaire de la personne qui fait le chiffre d'affaires, il faut le compter dans les frais de, comment dire? Dans le coût d'acquisition client, hein, bien évidemment. Quand tu as des dirigeants et que tu leur poses la question: «C'est quoi ton coût d'acquisition client?» Ils vont te dire, une somme qu'ils dépensent en publicité qui va être dérisoire, mais ils vont oublier de compter leur temps, éventuellement le temps de leurs équipes, qui sont liées à ce sujet-là quand il y a pas des commerciaux purs et durs, hein. Parfois il y a des assistants, parfois il y a des techniciens, mais qui ont aussi un rôle dans le cycle de vente. Et en fait, ils vont te dire, bah non, en fait, nous, ça nous coûte pas très cher. Mais voilà, quand tu ramènes la totalité, et notamment avec le temps du dirigeant, là, oui, tu arrives à ce point où tu arrives à te dire, bon, ok, il y a de quoi payer un commercial s'il ramène des affaires, et il y a de quoi faire durer son poste. Donc ça, c'est déjà vraiment le premier point sur le plan économique. Ça, c'est vraiment le premier sujet, ouais. Donc, premier conseil, bien connaître son modèle économique et son coût d'acquisition client pour pouvoir projeter une embauche. Tout à fait. Le deuxième point, je dirais, c'est dans le cycle de vente. Où est-ce que quelqu'un qui démarre et qui n'y connaît rien pourrait apporter quelque chose? Parce que bien évidemment, là aussi, tu sais, une des erreurs qu'on a vu se reproduire, à maintes et maintes, reprises, c'est, le dirigeant se dit: «Bon voilà, moi j'ai pas le temps de former, donc allez, à la limite, je prends quelqu'un à la concurrence, je le fais venir, et puis ça va marcher». Bah, en fait, non, pas vraiment, parce qu'une entreprise n'en est pas une autre. Les cycles de vente de l'un et de l'autre sont pas pareils. Enfin, il y a toujours des différences, entre les boîtes. Et là, c'est, bah, du coup, en fait, quand tu recrutes quelqu'un, c'est quasiment toujours un nouveau. Et dans la meilleure façon de s'y prendre, c'est, bon, dans mon cycle de vente actuel, dans la façon dont je gère des affaires, où est-ce que quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose encore à notre environnement, à nos produits, à nos clients, à toute la technicité, pourrait véritablement faire la différence? Est-ce que c'est sur la prise de rendez-vous? Est-ce que c'est sur le référencement? Est-ce que c'est sur l'upsell? Est-ce que c'est sur, voilà, il peut y avoir véritablement beaucoup d'endroits dans le cycle de vente où quelqu'un qui n'a pas, une expertise comme en général les commerciaux expérimentés ou le dirigeant l'a, bah, peuvent quand même faire gagner énormément de temps aux autres. Et puis là, bah, ça justifie en fait, si tu veux, le recours à un jeune qui va apprendre. Parce que voilà, il sait pas, mais c'est pas grave, parce qu'il y a des endroits dans le cycle de vente où si on sait pas, bah, c'est pas grave quand même. Et puis, bah, les apprentis, ils font pas tout le cycle de vente tout seuls. En général, ils ont un maître d'apprentissage, bah, c'est obligatoire d'ailleurs. Et puis ils ont quelqu'un qui les aide, s'ils sont bloqués, tu vois? Ouais, donc là, une erreur qui peut arriver, c'est que le dirigeant embauche un commercial, dans ton cas un apprenti, Mmh. en pensant que cette personne va faire à la fois la prospection, les rendez-vous, la négociation, le closing, l'après-vente, la formation, et en fait penser que le commercial c'est l'homme à tout faire et que c'est lui, à partir du moment où il est dans la boîte, il va rapporter du chiffre d'affaires. Bah, Alors ouais, le dirigeant qui veut recruter un commercial, si c'est lui si c'est le dirigeant qui fait, la plupart du chiffre d'affaires, et c'est souvent le cas quand même, hein, c'est un modèle très traditionnel. Par exemple, dans les entreprises de BTP, tu as le patron qui fait tout le chiffre d'affaires, hein, donc ouais. il se dit: «Bah, en fait, je veux quelqu'un comme moi». Et il dit: «Bah, je suis toujours déçu des commerciaux parce que je trouve jamais quelqu'un comme moi». Ouais, bon, OK. Donc en général, s'il se dit tout ça, il prend personne, hein, ou en tout cas, il nous prend pas un jeune, et nous, on lui dit: «Bah, effectivement, il peut pas vous ressembler». Si tu veux, déjà, c'est, bah, qu'est-ce qu'un jeune ou un nouveau, peut faire dans mon entreprise et qui me libère du temps, moi, en tant que personne à haute valeur ajoutée, et qui est quand même utile pour la génération de leads, de chiffre d'affaires, de relance, de satisfaction client, de customer success et tout ce qu'on veut, tu vois? Ouais, donc le premier conseil, c'est peut-être de baisser un peu peut-être ses ambitions et de se dire, finalement, mon premier commercial, peut me décharger une grosse partie du travail, par exemple, si je le mets sur, la prospection, la génération d'opportunités. Et moi ensuite en tant que dirigeant, je peux faire alors peut-être que je peux laisser le premier rendez-vous de découverte à cette personne et moi je fais les rendez-vous de closing, par exemple. Donc ça pourrait être une première piste. Ou au contraire, je continue mon travail de 1er vendeur de la boîte, mais par contre, l'après-vente, ce qui est très coûteux en termes de temps, c'est-à-dire le savoir faire le point, relancer, faire de l'upsell,
ça aussi, je pourrais le déléguer à mon premier commercial. Tout à fait. Là, d'ailleurs, je t'orienterais plutôt sur la 2e façon parce que l'erreur numéro un qu'on trouve, chez les commerciaux qu'on a déjà formés et même les jeunes commerciaux qui rentrent, c'est que, ils se ruent sur l'argumentation. Alors que bon, dans mon expérience, en essayant de garder de l'humilité, mais bon, on est sur les héros de la vente, alors prenons notre cap, hein. Ouais, La découverte des besoins, elle est fondamentale. C'est de là que va naître la confiance de l'autre. Et la vente, ce sont d'abord des émotions, puis des techniques, éventuellement du côté rationnel, mais d'abord ce sont des émotions. L'autre se sent-il compris? Et s'il se sent compris, ben là, effectivement, si dans le cycle de vente, c'est quelqu'un qui est moins expérimenté, qui prend le relais sur peut-être de l'upsell ou du customer success, bon, c'est pas grave. Mais oui, ce qui est moins délégué, c'est l'entrée en matière, ça c'est sûr. d'accord, d'accord. Bon, bah, écoute, c'est un bon conseil. On n'y pense pas forcément, hein. Moi, par exemple, je peux prendre mon cas, hein. Si au début de mon aventure, je me disais effectivement, je vais prendre un commercial, je vais tout lui déléguer, alors qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Surtout si on prend des commerciaux jeunes, quoi. Ouais, alors là, on arrive sur un sujet aussi où dans les TPE, les PME, le marketing, il y a personne qui le gère de façon spécifique. Et puis, bah, c'est quand même un métier. Tu vois, le marketing, c'est-à-dire faire rentrer des gens dans le cycle de vente, d'avoir des leads, voilà, c'est quand même un sujet. Quand tu es dans une Ouais, petite boîte, bah, tu as ton réseau, tu vois, tu as des choses comme ça. Donc, c'est du marketing, mais le dirigeant ou le commercial n'en a pas conscience. Tu vois, il n'a pas conscience qu'il est en train de faire du marketing quand il va dans un club d'affaires ou qu'il serre des mains à droite ou à gauche. En revanche, quand d'accord. tu commences à avoir un commercial qui fait ça à temps plein, eh ben, il a besoin de fichiers, il a besoin de tout un tas de choses. Et là, on arrive à notre rôle aussi en tant qu'école, c'est-à-dire que il y a aussi beaucoup de choses maintenant qui sont possibles. Le digital, on peut acquérir des bases de données, on peut les collecter, on peut sensibiliser les prospects justement en envoyant de l'information avant les rendez-vous. Hein, ça favorise quand même l'adhésion lors du premier rendez-vous si le client il a déjà reçu des informations sur ce que tu vas lui dire, sur des valeurs ajoutées, sur des témoignages clients, sur éventuellement un petit ce qu'on appellerait un proof of concept, mais en gros une petite démo de bah, voilà ça va vous servir à ça. Nous on apprend si tu veux toutes ces techniques là aux jeunes commerciaux. Euh, Aujourd'hui, par D'accord. exemple, on utilise une technique qui s'appelle la vidéo dans l'email. Tu vois, on a un outil qui s'appelle Loom. Tu vois, ça te permet d'enregistrer ton écran. Le commercial peut se filmer sur son écran. Il peut mettre sur son écran le site internet de son prospect ou le sien. Et il envoie cette vidéo. Alors, soit il la personnalise, soit il la fait à un type de persona marketing. Et puis, il l'envoie dans des séquences d'email. Ça, c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour justement générer la décision du prospect lors de la prise d'un rendez-vous. Ça marche super bien et c'est pas très compliqué. Un jeune peut le faire et ça, tu vois, les dirigeants ou les gens qui ont plus d'expérience, ils ne connaissent pas ces nouveaux outils. Peut-être ils se diraient ouais, le digital c'est compliqué, ça coûte cher, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Alors qu'en fait, bon voilà, nous en tant qu'école, on ne fait que ça, le domaine commercial. Du coup, on va très 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 loin dans l'exploration de nouvelles techniques et ça, on l'apprend directement en fait ces meilleures techniques aux apprentis qui vont les inclure dans les boîtes et bah voilà, on a déjà commencé depuis un certain temps. Franchement, ça marche super bien. Ouais, alors c'est vrai que j'ai accueilli plusieurs écoles, nouvelles écoles de vente, hein, notamment François Fillette de YouMind School. Mmh. Bientôt, j'accueillerai Iconoclast, Rocket School. Donc c'est vrai que ça bouge quand même, hein, dans l'éducation des commerciaux, dans ces nouvelles formations. Vous, la particularité, c'est que vous avez créé un réseau vraiment Hauts-de-France, Mmh. donc c'est très local en fait. Donc ça aussi, c'est intéressant comme activité, parce que, bah, finalement tu as des jeunes qui sont sur place et qui peuvent tout de suite, être disponibles pour des entreprises partenaires, quoi. Ouais, bah oui, nous on a 2 clients en fait, hein, si tu veux dans notre modèle économique. On a le client, c'est l'entreprise, hein, il veut un commercial, Ouais, et on a le jeune, l'apprenti, parce que voilà, tu vois, on discute du sujet de recruter des commerciaux, mais attention, recruter des commerciaux, c'est vraiment très, très difficile, surtout pour des ouais, TPE, PME. Quand tu es une grande enseigne, bah, tu as ta notoriété qui parle pour toi, bon, bah, voilà, je veux travailler sur, si je suis jeune, un jeune commercial,
voilà, quand tu as des grandes enseignes qui lancent une annonce, bah, tu as des milliers, voire des millions de CV. Quand tu es une petite boîte qui, pour autant, des fois est super, hein, avec des super valeurs, des super produits, des choses vraiment top, ton attractivité, elle est mais médiocre de chez médiocre. Et donc, tu n'attires pas vraiment les meilleurs profils, peut-être, tu vois. Et là, le fait, nous, on travaille sur les, comme tu l'as dit, donc les Hauts-de-France, hein, Lille et sa périphérie. On a ces boîtes pour lesquelles, en gros, auprès des candidats, on va faire le rôle d'intermédiaire. Et ça, bah, oui, c'est un rôle de terrain, tu vois, c'est local. C'est-à-dire que la petite boîte qui est située à, je sais pas moi, à Orchy ou Saint-Amand-les-Eaux, qui est voilà entre Valenciennes et Lille, à 20 km de Lille. Alors déjà, la densité de population autour de l'entreprise, elle n'est pas énorme. En plus, la société n'est pas connue. Pour autant, bah voilà, tu peux être apprenti dans ces sociétés-là. J'en ai une qui vend du matériel électrique. Le jeune, quand il arrive, il a des primes, un véhicule de fonction. Ce qui n'est peut-être pas le cas si tu es vendeur et que tu mets en rayon dans une entreprise lambda de la grande distribution qui aurait pignon sur rue, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, ça c'est sûr que c'est un enjeu dont on parle beaucoup dans ce podcast, hein, c'est bah, la pénurie des bons commerciaux, et forcément ça influe sur ton activité. Je reviens sur le recrutement du premier commercial, donc tu nous as donné déjà plusieurs conseils. Est-ce que tu as d'autres choses à prendre en compte, auxquelles réfléchir? Enfin voilà, est-ce que il y a d'autres conseils que tu pourrais donner à l'entreprise qui souhaite se lancer Ouais, dans le- j'en ai peut-être un ou deux autres. J'en ai un déjà vraiment très très concret, c'est que bon, nous on est obligé de le faire parce qu'on a dans l'apprentissage, si tu veux, il y a forcément ce qu'on appelle un maître d'apprentissage, d'accord? C'est un tuteur en fait. C'est d'ailleurs c'est légal, hein, on met ça dans le contrat de travail, dans le CERFA, qui va s'occuper en fait, hein, du jeune. Donc nous notre formation elle se passe sur un an. Bon voilà, on a un mois de formation temps plein, puis un jour par semaine. Et en gros, voilà, le jeune, il est 75% du temps en entreprise, parce que bah, voilà, selon nous, c'est la meilleure façon de former des commerciaux, c'est de les mettre sur le terrain. Et sur le terrain, bah, ils vont alors soit produire seuls, mais aussi accompagnés d'un maître d'apprentissage qui est un commercial qui est en place. Soit c'est le dirigeant, soit c'est un commercial. Et en fait, pour recruter quelqu'un de nouveau, eh bien, en fait, un des conseils que je peux donner, c'est inclure le plus rapidement possible la personne qui va s'occuper du nouveau, hein, un nouveau commercial ou de l'apprenti, dans le cycle de recrutement. Parce que si tu veux, une des erreurs qui peut arriver aussi, c'est bah tiens, j'ai recruté un jeune, c'est toi qui vas t'en occuper. Ah bon, c'est moi qui m'en occupe? Bah attends, je le connais pas. Et imaginons que le feeling se passe mal, bon, ça peut arriver, ou que le commercial, par exemple, il a déjà un agenda surchargé, et qu'en plus de ça, je sais pas, il se dit ouais, encore une nouvelle tâche et en fait, on m'a même pas demandé mon avis. Bah, en fait, ça c'est un des facteurs qui peut faire, voilà, qui peut faire capoter l'intégration d'un nouveau commercial, apprenti ou non de façon générale, mais encore plus les apprentis, tu vois. Intégrer les commerciaux tout de suite dans le cycle de recrutement, c'est une super bonne méthode. D'accord, très bien. Si tu as déjà des commerciaux. Oui, oui, forcément. Si tu recrutes tout seul, vaut mieux s'intégrer soi-même. Ouais, ouais, ouais. Le deuxième Du tuyau que j'aurais, tu Ouais, vois, c'est que donc nous on travaille dans un environnement, voilà, quand même très très encadré, hein. Les centres de formation, on est très ouais, contrôlé et de plus en plus contrôlé. Il y a des normes, voilà, c'est vraiment un environnement très très surveillé. Et tout ça pour te dire qu'il y a des gens incontournables dans notre environnement, et qui sont de très très bons, des bons conseils, en tout cas ils sont de bons conseils, pardon, pour tes auditeurs. C'est ce qu'on appelle les opérateurs de compétences. En fait, en gros, ce sont des institutions qui sont pilotées par France Compétences, hein, pour être précis. Et en gros, c'est eux qui permettent de payer les formations, d'accord? Et en fait, ces gens-là, heu, leur travail, c'est d'aider les entreprises à se structurer et grandir. Hein, je le reformule et je le fais, pour que ce soit compréhensible, mais je vais dire ces gens-là, l'avantage pour les entreprises, c'est qu'ils sont neutres, c'est-à-dire qu'ils ne vendent rien, d'accord? Ils n'ont pas de produits à vendre. Déjà, c'est quand même intéressant en termes de plus-value du conseil ou de la neutralité. Ils vont, quand tu veux un commercial et que tu sais pas comment t'y prendre, tu peux appeler ton opérateur de compétences. Même si tu as encore versé 0 € de cotisation, bah, ces gens-là, ils sont prêts à t'aider. Ils sont prêts à t'aider en termes de tuyaux. Ils peuvent te recommander, par exemple, les meilleurs centres de formation de ton secteur géographique. Bon, nous, dans les Hauts-de-France, voilà,
on est bien recommandé, mais il y en a d'autres, certainement, des centres de formation qui font super bien leur boulot ailleurs en France. Donc les opérateurs de compétences, c'est eux qui payent. Donc si tu veux, les meilleurs, ils les connaissent déjà. Et en plus de ça, on peut avoir, quand on est dirigeant d'une société, on peut avoir du conseil, d'accord, avec des consultants. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un appui conseil. Ça peut être 100% financé, donc par ces opérateurs de compétences ou d'autres fonds publics, je ne rentre pas dans le sujet. Et quand tu contactes ton opérateur de compétences, en fait, la plupart du temps, il arrive avec tout un tas de solutions et en général, le financement qui va avec et en général, le financement à 100%. Donc ça, ce sont vraiment des super tuyaux que d'être accompagné et en plus de ça, de se faire accompagner 100% financé, j'aime pas dire gratuit, mais voilà, en tout cas, on a compris que tout était payé, quoi, tu vois. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, effectivement, chaque entreprise cotise au titre de la formation professionnelle. Et donc, ces fameuses OPCO permettent de financer soit des formations pour les gens qui sont en place chez vous. Moi, par exemple, je finance tous les ans des formations ou du coaching commercial pour mes équipes. Mais ça peut aussi financer, quand on prend un alternant, notamment, ça peut financer une partie des coûts liés à l'alternance. Alors là, Et ouais, en plus, tout ou partie, ouais, tout à fait, mais souvent la totalité. Ouais, et en plus, cette année, on a en plus l'aide de l'État, la fameuse aide de 8 000 euros pour embaucher un alternant, ce qui fait qu'on peut avoir un alternant chez nous pour, voilà, tu l'as dit, 200 euros par mois, voire moins si l'alternant est plus jeune, ou un peu plus, enfin, en fonction du diplôme et de l'âge. Ouais, c'est en fonction du diplôme, de l'âge. Bon, voilà, du coup, bon, chez nous, la Et l'école, majorité, la moyenne d'âge, c'est 23 ans, donc c'est par tranche. Et puis, chez nous, c'est un bac plus 2 qui est préparé en un an, donc voilà, c'est en fonction du diplôme. Et vraiment, c'est vraiment un tuyau, c'est-à-dire que tu as peut-être des consultants qui écoutent ce podcast. En gros, nous, je te l'ai dit, on a une partie axe accompagnement des entreprises. On se fait financer, on se fait payer en tant que prestataire à des coûts horaires en général de 1 000 euros la journée, on se fait payer complètement pour aider des entreprises à se développer. Tu vois, et ça, les dirigeants, même s'ils n'ont pas encore de salariés, en appelant les opérateurs de compétences, parfois, j'en sais rien, ça dépend des situations, souvent c'est possible. C'est-à-dire même avec 0 salarié, tu peux recevoir des aides d'un consultant qui va t'aider par l'opérateur de compétences. C'est vraiment des ouais, interlocuteurs qui sont incontournables. ouais, c'est vraiment un modèle, en tout cas pour les Français, qui est très intéressant. Il ne faut pas hésiter effectivement à utiliser ces financements, notamment quand on est une petite boîte, hein, et qu'on Et peut plus être on est peu petit, plus rentré. on a d'aide. Oui, effectivement, ouais. Effectivement. Écoute, très bien, Nicolas. Est-ce que on va arriver on n'est pas loin de la trentaine de minutes d'interview. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce point du recrutement du commercial? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées que tu voulais partager aux auditeurs? Non, je dirais que on a des personnes qui nous demandent, voilà, c'est quoi les bonnes raisons ou les moins bonnes raisons de prendre un apprenti. Je dirais qu'il y a plein de bonnes façons aussi de prendre un apprenti commercial. Parfois ça peut être, bah, tiens, j'ai une idée, j'ai envie de tester, une branche d'activité, un nouveau produit, un marché. Souvent les dirigeants, tu sais, on est des gens avec plein d'idées mais un temps qui est limité. Prendre un Ouais, apprenti pour lui confier, par exemple, un projet de développer, voilà, je sais pas, une nouvelle branche d'activité, une nouvelle gamme. Je sais pas, tu fais du B2B, tu veux faire du B2C ou inversement. Tester un nouveau produit ou un nouveau service, c'est quelque chose qui est très très intéressant pour un jeune, notamment parce qu'il va apporter une idée fraîche, avoir du temps, essuyer les plâtres de tout un tas de choses que l'on n'aurait pas estimé. En tout cas, ça c'est une super raison aussi. Bien sûr, remplacer quelqu'un qui va partir ou agrandir l'équipe, mais aussi tester un produit ou un service. Ça, franchement, on a beaucoup de dirigeants voilà, qui nous prennent des commerciaux pour ça, et je trouve que c'est une excellente idée. bon, écoute, très bien. En tout cas, le message est passé, notamment si vous voulez agrandir ou développer votre entreprise. Il y a des solutions pour avoir le premier ou les premiers commerciaux chez vous. Et pour les jeunes qui nous écouteraient, qui hésitent à se lancer dans ce métier de commercial, il y a de la demande, il y a beaucoup de postes libres. Donc, on en a parlé aussi plusieurs fois dans ce podcast, mais c'est un métier qui a beaucoup d'avenir et où on a beaucoup d'opportunités, hein.
Ouais, c'est un métier qui est génial en fait, et malheureusement, alors il est parfois vu comme quelque chose de négatif. Voilà, c'est la prospection dans le porte-à-porte quand il fait froid, etc. Ou les centres d'appel déshumanisés. En fait, non, commercial, c'est un métier extraordinaire. C'est un métier extraordinaire où en fait on est en relation avec les êtres humains. J'ai pas mal écouté ton podcast et c'est vrai que en gros on peut démarrer en appliquant des techniques. C'est vrai que la science ou la technique c'est important. Moi je dirais que le premier facteur c'est le facteur humain, c'est le facteur émotionnel. Et comment dire, l'être humain, il prend des décisions pour justement, en premier lieu, par l'émotion. Et l'émotion, c'est l'humanité. Il n'y a pas un métier qui est plus humain que le métier de commercial. Parce que le commercial, c'est celui qui entre en relation humaine avec un autre. Après, oui, il y a des techniques, il y a plein de choses, etc. Et en fait, nous, si tu veux, dans notre école, on a choisi de mettre en premier lieu, mais vraiment en premier lieu, ce facteur humain. On a 4 piliers chez nous sur la formation des commerciaux. D'abord, on travaille la performance mentale avec des coachs en préparation mentale hein, qui ont des sportifs de haut niveau dans leur portefeuille. D'accord. On a un pilier technique, un pilier tactique et un pilier sur le produit. Et voilà, on a des comédiens qui interviennent. Tu vois, parce qu'en fait, ce facteur humain d'interaction pardon, d'un individu avec l'autre pour l'aider à prendre les meilleures décisions possibles sur un produit ou un service qu'on vend. Et ben en fait c'est ça le métier commercial et il faut redonner ses lettres de noblesse aux fonctions commerciales. Commercial c'est un super métier, c'est top, on rigole, on vit des émotions et voilà c'est vraiment un super métier. Bah oui pour les jeunes en fait, même quand on est moins jeune, mais si vous êtes jeune, allez-y franchement vous allez voir c'est top. Et puis, j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur la rémunération des commerciaux. On peut être aussi la personne la mieux payée de son entreprise, hein, si on performe, si on surperforme aussi. Donc, il y a aussi des opportunités financières à aller dans ce métier-là. Ce métier, effectivement, il est extraordinaire, il est lié au mérite. Ouais. C'est-à-dire qu'en général, voilà, quand tu atteins tes objectifs et que tu les dépasses, et ben, tu es rémunéré en conséquence. Oui, c'est pas rare d'avoir des sociétés où les commerciaux sont mieux payés que le patron. Voilà, tout dépend les domaines d'activité, bien sûr, et l'énergie ou la difficulté de générer des ventes. Mais c'est un métier avec une promotion sociale énorme, parce que, et je te remercie de souligner ce point-là, parce que voilà, recruter des commerciaux, c'est pas facile, il faut les attirer. Alors on les attire avec plusieurs choses. Peut-être si tu vois, j'avais un dernier conseil pour les dirigeants qui veulent attirer des commerciaux, c'est soyez au clair avec la mission que vous proposez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, les jeunes ou les commerciaux veulent travailler pour de l'argent, c'est normal, mais ça c'est quand même la base, hein, on travaille pas gratuitement. Mais il travaille aussi de plus en plus pour une mission, c'est-à-dire je me sens utile dans une société et dans cette société, oui, j'ai un rôle commercial, mais je me sens utile dans l'entreprise et je sens qu'on va faire la différence. Ça, on le note vraiment beaucoup dans les sociétés avec lesquelles on bosse. Dès que l'entreprise est au clair avec sa mission, elle attire beaucoup, beaucoup plus les candidats, les commerciaux. C'est beaucoup plus simple pour faire les recrutements. Ouais, c'est le fameux why Et bah de oui, de Simon Simon Sinek, tout Sinek. à fait, bah oui. Ouais. Ok, bah écoute, merci Nicolas pour tous ces conseils. Si tu veux bien, on va passer aux dernières questions que je pose à tous les invités. Mhm. En termes de contenu, livre, podcast, vidéo, est-ce que tu as quelque chose à conseiller aux auditeurs? Alors avec tes auditeurs, je ne peux que recommander ton podcast, hein, que j'écoute assidûment. J'ai quelques épisodes préférés, mais oui, ton podcast est super. J'écoute aussi un podcast autre que le tien. C'est un podcast en anglais qui s'appelle The Championship Mindset. En fait, c'est un podcast en anglais avec le docteur Amber Sulking. En fait, elle fait de la préparation mentale. Elle fait ça avec des entreprises aux États-Unis ou avec des sportifs de haut niveau dans le domaine du football américain. Et en fait, c'est vraiment génial ce podcast, ça te donne vraiment des tuyaux très actionnables, alors pour les commerciaux ou pas forcément, hein, sur, voilà, la concentration, le dépassement de soi, le fait de voir les choses de façon illimitée, pas limitée. Enfin, c'est vraiment super. Alors, il faut parler anglais parce que c'est en anglais, mais celui-là, cette ressource-là, franchement, c'est vraiment top.
D'accord, ok. Bah, écoute, je connaissais pas. J'irai écouter ce podcast, ouais. Peut-être un petit bouquin aussi, Ouais. One Call Closing. Bah, alors pareil, c'est en anglais, mais c'est un bouquin de Claude Whitacre, vraiment top. Voilà, il est vraiment très très accessible en termes de prix et franchement, c'est vraiment une mine d'or. One Call Closing. Si je spoil le bouquin, c'est faire des ventes en one shot, ça rend service au client parce qu'il a moins de temps à consacrer. Et pour le faire, une bonne préparation, c'est essentiel. Ok, bah écoute, c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé ce sujet, la vente en one shot. Ça peut être un super sujet parce que c'est effectivement la plupart des épisodes qu'on a fait, c'est sur des cycles de vente où tu as plusieurs rendez-vous. Ouais. Ouais, les cycles de vente, ils sont toujours trop longs en fait, hein. Pourquoi les rallonger en permanence? En fait, le temps, c'est de l'argent, la décision ou la comparaison, ça génère de l'anxiété chez l'autre. Plus tu Ouais. lui raccourcis son cycle de vente, au final, plus tu le libères d'une quantité d'émotions négatives, qui pourraient largement s'éviter. Nous-mêmes, on a en général, enfin là, on a revu notre cycle de vente, sur la partie formation, on va beaucoup plus vite et ça rend beaucoup plus de service aux gens qui, voilà, qui veulent travailler avec nous. Ok, bah écoute, il faudra que tu reviennes dans le podcast pour aborder ce sujet. Ouais. Est-ce que tu as des routines ou des outils que tu appliques au quotidien qui t'aident à être performant? Oui, alors je marche, hein, j'ai un chien, je le promène tous les jours. En fin de journée, Très bien ça. je t'avoue que c'est pas, alors c'est je le fais pour lui, donc c'est pas quelque chose peut-être de choisi, mais en fait, c'est une routine très puissante quand même. Ça permet déjà de faire ses pas parce que bon, quand tu as un poste où tu es assis, c'est pas toujours facile de faire, le nombre de pas recommandés, tu vois? Bon, c'est pas simple en tout cas, la marcher dehors, voilà avec, en étant en contact de la nature et cetera, c'est franchement ça, c'est vraiment une super routine. Bah, j'essaie de faire attention à ce que je mange, hein, voilà, moi j'ai fait pas mal de sport avant, j'en fais encore, je vais courir, mais la plupart du ouais, un des sujets le plus puissant, c'est quand même, bah, faire attention à ce qu'on mange, hein, la concentration, voilà, si on mange n'importe quoi, c'est compliqué de tenir toute la journée et cetera, donc ouais, je fais gaffe à ce que je mange, et je vais promener mon chien. Bah écoute, moi je fais pareil, pendant ces moments-là où je peux écouter justement les podcasts et effectivement le fait de marcher, ça te t'aère le cerveau, ça te donne des idées et puis bah, c'est un plaisir de partager ça avec nos amis les bêtes. Ouais, c'est clair, hein, ça fait du bien, voilà, ils sont contents, bon, puis tu fais ton activité physique, voilà, on peut se donner des excuses à soi, en fait, hein, c'est dur d'avoir des routines, en fait, hein, c'est très, très difficile. Il y a un pouvoir de la routine, dans le Ouais, négatif comme dans le positif, hein. Quand on a des mauvaises, c'est dur à perdre et quand on a de bonnes, et ben, ça peut être très puissant. Là, déjà, quand tu as un animal, bah, tu fais pas pour toi, tu le fais pour lui, donc déjà, des fois, c'est plus facile comme motivation. L'animal, il dépend de toi et puis, après les fameuses routines, voilà, le miracle morning et cetera. Bon, faut avoir le mental pour le faire ou l'énergie ou tout simplement, se sentir en adéquation avec ça, moi, c'est pas trop mon truc, je dirais aussi que ma routine, c'est de me dire, bah, que je contribue à une mission dans laquelle je crois, qui est d'enrichir les autres et ça vraiment, oui, c'est quand même une routine parce que je me le dis souvent, ouais. ce qu'on fait, ce que je fais, j'ai la sensation d'enrichir les autres. J'enrichis les apprentis, j'enrichis les dirigeants, on enrichit les personnes qui se forment avec nous et ça, ben, voilà, ça me donne vraiment une énergie, voilà, démentielle et dont je ne vois pas de limite. Ça, ouais, ma mission, je me la répète et effectivement, notre mission, on se la répète avec l'équipe. Ça, c'est une super bonne routine à faire. D'accord, bah, effectivement, être conscient de son pourquoi on fait ce que l'on fait tous les jours, c'est un bon levier de motivation. Ouais. Il nous reste 5 minutes à peu près pour aborder les deux dernières Mmh. questions. Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière? Alors, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'apprentissage que tu en as eu. On va pas forcément rentrer dans les détails de la vente parce que, à mon avis, tu aurais besoin de beaucoup plus de temps. Mais surtout, voilà, qu'est-ce que ça t'a appris cette vente et pourquoi ça te sert tous les jours? Ouais, merci de ta question parce que c'était pas facile. Je t'avoue que j'ai dû réfléchir à savoir ce que j'allais raconter. Je vais Ouais, pas prendre une vente dans la formation parce que voilà, c'est mon point de vue, mais je considère qu'il y a pas de vente parce qu'en fait, en général, les interlocuteurs ne payent pas. Donc bon voilà, j'ai du mal à considérer que dans la formation, pardon, je fais des ventes. Donc voilà, je vais pas aller là-dessus. Dans mon environnement, j'ai vendu des sites web, d'accord?
Et en fait, c'est une vente, c'est la vente d'un site internet que je vais te raconter. Je vais bien sûr te dire pourquoi. C'est une vente qui s'est pas forcément passée comme je le souhaitais. Alors, elle a bien abouti, hein, c'est-à-dire que la vente, j'ai réussi à la faire. Mais franchement, avec le recul, j'aurais pu faire largement mieux, mais tant mieux, c'était un apprentissage. En gros, je te pose le contexte. C'était une entreprise de bâtiment qui voilà, faisait des super belles prestations. Donc, nous, on leur vendait un site internet qui valait 15 000 euros. Voilà, c'était la vente justement là en one shot, ou en tout cas, c'était pas de la vente avec abonnement. Tu sais, un site internet, ça peut s'acheter Ouais. par mensualité ou se payer en une seule fois. Bon bref, en tout cas, là, c'était un site internet à 15 000 euros. Et en fait, si tu veux, bon voilà, moi je m'étais toujours dit que je vendrais rien qui ne puisse pas être, voilà, qui ne puisse pas enrichir les autres. Je me le disais pas comme ça avant. Et en gros, bon, ce site internet, il aurait été largement rentable vu le panier moyen de l'entreprise, etc. Bon bref, j'avais couché tout un tas d'éléments rationnels qui mettaient ma vente au vert. Et pourtant, en fait, je galérais vraiment, mais je galérais à closer. En fait, je galérais à closer. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à avoir la décision. On me disait jamais non, mais on me disait jamais oui non plus. En tout cas, on me disait oui, mais je recevais pas la signature. Et en fait, le facteur déclencheur, bah, c'est que bah, forcément, j'avais merdé en amont, ou en tout cas, j'avais pas bien fait ma découverte. Et dans la découverte des besoins, qui est vraiment une discussion entre deux êtres humains, j'avais purement et simplement sous-estimé l'importance des emails, en fait, dans cette entreprise, là, pour pas la faire trop dans le détail, en gros, quand tu fais un site internet, voilà, tu as un nom de domaine et puis tu as ton mail arobase ton nom de domaine. Et en fait, bah, une société là de bâtiment, elle reçoit ses devis, etc. Sa relation avec ses clients, elle se fait par email. Et en fait, en gros, la peur de la dirigeante, c'était que notamment ses emails, ça merdouille, parce que forcément, c'est tout le chiffre d'affaires qui peut s'envoler, ou plein de choses, en fait. Et la vente, elle s'est débloquée. Elle s'est complètement débloquée à partir d'un moment où, en gros, j'ai fait intervenir quelqu'un de chez moi pour débloquer en fait les emails de cette personne. Et c'est pas un miracle, mais à ce moment-là, la personne s'est décidée. J'ai reçu mon bon de commande. Et en fait, tout simplement, je reviens à mon apprentissage de ce pourquoi cette vente, ça m'a marqué. C'est que la vérité, elle se joue dans la découverte des besoins, et les besoins, pas que du produit ou du service, elle se fait dans la découverte de besoins avec une véritable curiosité de l'autre par rapport à ce que toi tu vends. Tu vois, si j'avais oublié, enfin là je l'avais fait, mais si j'avais posé la question de bah ok d'accord, quelle est l'implication totale de refaire votre site, et qu'on m'avait dit bah voilà, si mes emails merdouillent, je perds tout mon chiffre d'affaires potentiel, là oui j'aurais pensé à ça. Mais comme j'avais mal fait ma découverte, et ben voilà pourquoi mon closing traînait, 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 tu vois? D'accord, donc en fait, le fait d'apporter un soutien technique, de dire que ta solution, en fait, vous apportait un support, notamment sur cette question d'email, ça a rassuré complètement ton acheteuse, Mmh. et c'est ça qui a permis Et ouais, de closer le deal, quoi. tout à fait. Souvent, on va chercher Et des techniques magiques pour aller closer. La plupart du temps, c'est parce que la découverte a été mal faite, ou qu'il y a un truc en amont, en fait. La plupart du temps, c'est ça. ouais, bah là, je vous invite à écouter les épisodes sur la découverte ou sur les questions qu'on a fait avec différentes personnes comme Jean-Pascal Mollet, Olivier Guérin, qui sont très intéressants sur ces sujets. Très bien, Nicolas. Écoute, dernière question. Si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu inviterais qui? Là, encore une fois, bonne question, j'y ai beaucoup réfléchi. Je te dirais pas forcément une personne en particulier. J'aimerais bien entendre, notamment dans tes podcasts, un autre type d'invité. C'est notamment un jeune, en fait. J'aimerais bien, moi, entendre un Ouais. jeune commercial, ou un apprenti, ou alors quelqu'un de chez nous, si tu veux, je te donnerai des noms. Mais moi, j'aimerais bien entendre un jeune qui découvre le métier commercial, pour voir un petit peu quels sont ses idéaux, pour savoir pourquoi il fait ce métier, pour vraiment, ça m'intéresserait beaucoup de savoir quelle est la vision d'un commercial qui rentre là en 2020 ou 2021 dans le métier. J'aimerais vraiment beaucoup entendre ce type d'invité dans ton podcast, Alexandre. D'accord. Bah écoute, je vais regarder. Moi aussi, je connais plusieurs jeunes commerciaux, mais c'est une bonne idée, effectivement. Je vais vous préparer tout ça. Super, Euh, j'ai En hâte tout de cas, l'écouter. Nicolas, ouais, bah ouais, je te l'enverrai en avant-première. Écoute, Nicolas, on a respecté le timing. On va arriver à 45 minutes de podcast. Je te remercie énormément d'avoir passé ce temps avec nous.
Où est-ce qu'on peut te joindre si jamais on veut prolonger l'interview, proposer des questions justement sur le recrutement de commerciaux? Bah, écoute, moi je suis ouvert à toute, question, hein, et même, qui ne concerne pas directement. Si on a des prestataires qui veulent, mieux vendre leur formation ou ce genre de choses, voilà, moi je réponds en tant que confrère, il y a pas de souci. Bien sûr des gens qui voudraient recruter des commerciaux sur les Hauts-de-France, en gros le meilleur endroit c'est LinkedIn, donc Nicolas Morage-David, ou par mail, avec mes initiales, donc NMD arobase, vendeurdexcellence.fr. Vendeur avec un S. Je suppose que tu mettras le Ouais, le on descriptif dans mettra le le ouais, on mettra ça dans les notes du super. podcast. Je te remercie encore. Écoute, passe de bonnes fêtes puisqu'on enregistre l'épisode juste avant les fêtes de fin d'année. Cet épisode sera sans doute publié en 2021, donc vous inquiétez pas. Super, Et merci je à te toi, dis, ouais. Merci à toi ouais, Alexandre, merci pour ton podcast, merci à tes invités d'avoir partagé toutes leurs, voilà, tous leurs tuyaux. Franchement, c'est vraiment super et bah, voilà, longue vie aux héros de la vente. ouais, merci. Ah, écoute, à très bientôt, Nicolas. Au revoir. Au revoir. Voilà, l'épisode est fini. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast afin de me faire remonter sur les classements. Allez consulter le site vive.fr pour voir nos outils d'enregistrement vidéo et de coaching autour de la vente à distance, vente à travers l'écran, vente par visio ou par téléphone. Ça peut vous intéresser dans l'augmentation des performances de votre équipe commerciale. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de sujets, de podcasts ou si vous voulez passer dans le podcast pour parler de la vente.